Sur France 3, avec la drômetourisme.com. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de votre journal régional. Retour sur le triomphe du biathlon français au championnat du monde d'Oslo. Au terme de la compétition, les Bleus ramènent 11 médailles dans leur valise. Une performance due en grande partie à Marie Dorin-Habert et Martin Fourcade, deux athlètes installés à Villard-de-Lans en Isère. 10 mois après l'effondrement du tunnel du Chambon, quelles conséquences pour l'économie locale? À la frontière de l'Isère et des Hautes-Alpes, un rapport vient d'être publié. Il dresse un état des lieux inquiétant et avance quelques préconisations. À l'occasion de la semaine du cerveau, le journal des Alpes s'intéresse à partir d'aujourd'hui à cet organe complexe et encore mystérieux. Premier épisode de notre série ce soir avec un gros plan sur le service de neurochirurgie du CHU de Grenoble. À 19h30, l'édition nationale présentée par Carole Gessler reviendra sur l'attaque qui a fait 18 morts, dont 4 Français hier à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. L'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis la loi travail version édulcorée. Le gouvernement abandonne notamment le plafonnement des indemnités au prud'homme. Le MEDEF dénonce une reculade. FO et l'UNEF poursuivent la mobilisation. Seule la CFDT semble satisfaite ce soir. 6 médailles d'or, 4 d'argent, 1 de bronze. La France a écrasé la concurrence lors des championnats du monde de biathlon d'Oslo en Norvège. Hier, elle a terminé meilleure nation sur l'ensemble des disciplines, notamment grâce à 2 très grands champions, Marie Dorin-Habert et Martin Fourcade. Regardez. Jamais le clan tricolore n'avait gagné autant de médailles. Côté messieurs, c'est une moisson pour Martin Fourcade, 5 accrochés autour du cou. Un 4 à la suite tout d'abord, tout en or, que le skieur de 27 ans enchaîne. En relais mixte, en sprint, en poursuite et en individuel. Ultra rapide sur les skis, impeccable et régulier au tir. Une forme et des résultats qui font déjà de lui l'homme de ces mondiaux et lui faisaient espérer une 5e médaille d'or, un grand chelem. Mais hier, lors de l'épreuve de la Mastart qui clôturait la compétition, malgré une course disputée de bout en bout, Fourcade laisse pour la première fois échapper l'or. 2 secondes le séparent du Norvégien Johannes Bø. Frustré un peu, mais pas déçu. Frustré parce que ça se joue à rien, parce qu'il manque 2 secondes pour aller chercher ce 4e titre individuel. Mais pas déçu parce que j'ai donné 100% de mon potentiel du jour, parce que j'ai senti dès l'échauffement que c'était une journée sans pour moi et que malgré ça, je décroche ce titre de vice-champion du monde. Une incroyable moisson également côté féminin, celle de Marie Dorin-Habert, 29 ans. 6 médailles en 6 épreuves pour la Française. Après le relais mixte et l'individuel, la biathlète iséroise a décroché son 3e titre mondial hier lors de la Mastart. Plus tôt dans la semaine, c'était le bronze sur le sprint et l'argent sur la poursuite et le relais. Avec 11 médailles, les tricolores réalisent à Oslo leur meilleur classement général, tout championnat du monde confondu. Et on parle encore de ces excellentes performances et plus particulièrement celle de Marie Dorin-Habert avec notre invité François Soulier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez couru aux Jeux Olympiques, en Coupe du Monde, vous êtes entraîneur de biathlon, vous avez notamment coaché Marie Dorin-Habert à ses débuts. Quel regard est-ce que vous portez sur ses performances à Oslo? On est épaté de voir Marie, encore une fois championne du monde. Elle a gagné tous les titres. L'an dernier, elle avait déjà fait sprint poursuite en revenant de maternité. C'était super, presque incroyable. Et cette année, elle confirme que depuis 2 ans, elle a passé un cap. Alors, elle a passé un cap, justement. La presse sportive parle ce matin d'une métamorphose de Marie Dorin-Habert. Elle aurait passé un cap, il y aurait eu un déclic. Est-ce que vous partagez cette analyse? On constate qu'effectivement, là, elle arrivait relativement favorite, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Maintenant, elle fait partie des favorites et elle arrive à enchaîner les grandes performances, ce qui n'est pas évident en biathlon. Et là, elle était à la plénitude de ses moyens sur ces mondiaux, quoi. Alors, est-ce que c'est un gage d'avenir, ces performances, hein? On sait que la saison n'est pas finie. Est-ce qu'elle est encore dans la course? Est-ce qu'elle peut encore jouer le globe de cristal pour cette fin de saison? Tant que on fait les maths, hein, pour l'instant, il lui reste 60 points, 69 points à rattraper. Et il reste 3 courses, il y a 180 points à distribuer. Si elle gagne les 3 courses, c'est possible. Après, il y a Soukalova qui est en tête et ça va être dur d'aller la chercher. Mais Marie, avec ce qu'elle a fait là, elle a repris beaucoup de points, elle est en pleine confiance.
on peut espérer, quoi. Tout est encore possible. Alors François Soulier, il existe un point commun entre vous, Marie Dorin-Habert et Martin Fourcade. Vous êtes tous installés dans le Vercors, à Villard-de-Lans. Dans le village aujourd'hui, évidemment, c'était la fierté. Exemple avec les enfants, ce matin, pendant leur entraînement de biathlon, ils ont rendu hommage à leur champion Jordan Guéant et Didier Albrand y était. Ah, on ne tire pas comme ça, les canards en l'air. Dernier conseil pratique avant de s'élancer à Villard-de-Lans sur la piste d'entraînement des frères Fourcade et de Marie Dorin-Habert. Les CE2 se voient déjà à Oslo, ou presque. C'est vraiment pas facile parce que ça bouge dans tous les sens la carabine en fait. Merde, j'ai oublié de recharger. En plus, je l'ai fait Dis-moi Léon, il paraît que tu es le futur Martin Fourcade, est-ce que c'est vrai? Non, Pourquoi? parce que j'aime bien le ski de fond, mais j'aime mieux le ski de piste. Est-ce que tu es fier de voir comme ça des champions qui habitent à côté de chez toi? Bah oui, hein. C'est-à-dire qu'on a des bons entraînements et que nous, après, on peut peut-être réussir et faire une belle carrière. Simon Fourcade, lui, il s'était donné beaucoup pour le biathlon et je pense que vu qu'il est plus grand que Martin, et bah, c'est un peu Martin, ils ont un peu les mêmes gènes et tout. Ah, tu crois que c'est une histoire de gènes alors? Ouais, un peu le même sang et tout, quoi. Et toi, tu crois que tu as des bons gènes pour le biathlon? Non, pas du tout. Depuis 6 ans, le biathlon est enseigné à l'école, une façon ludique de renouer avec le ski nordique, un enthousiasme parrainé par Marie Dorin-Habert elle-même. Ils sont en contact avec une championne et qui leur présente l'activité. Ils ont des tas de questions à lui poser et elle répond avec sourire et c'est très agréable pour les enfants. Chaque année, 300 scolaires pratiquent ainsi le biathlon, parmi eux, à coup sûr, la relève des champions de Villard-de-Lans. Et on continue à parler biathlon avec notre invité, François Soulier. On a vu ce reportage. Est-ce que la relève du biathlon français, elle se prépare à Villard-de-Lans précisément? À Villard-de-Lans, oui, on y travaille. Il y a le pôle espoir, il y a le club de Villard-de-Lans et il y a l'école de ski avec les écoles qui détectent les jeunes champions. Alors, il y a les athlètes qui sont formés sur place. Il y a aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Marie Dorin-Habert, par exemple, elle est lyonnaise. Elle est licenciée au Settlo. Simon Fourcade et Martin Fourcade viennent des Pyrénées. Vous-même, vous venez d'Andorre. Qu'est-ce qui vous attire tous dans le Vercors, dans cet endroit? Il y avait des entraîneurs compétents. Une structure compétente, il y a un pôle espoir, c'est-à-dire que quand on vient de loin, qu'on est des Pyrénées, les courses se passent quand même dans les Alpes. Il y a le pôle espoir de Villard-de-Lans qui est, on va dire, le plus au sud, et ça nous a attirés naturellement par ici avec une super structure, et on y reste après parce qu'on y est bien. Et le fait justement que les champions restent aux côtés des jeunes, est-ce que ça crée une émulation? Est-ce que ça participe justement au succès du biathlon français, tout ça? C'est une grande chance qu'a le Vercors, c'est que souvent on se retrouve tous autour d'un pas de tir pour le biathlon. Donc là, à Corançon, il y a une piste de ski roue l'été, l'hiver c'est là et à Autran, et les champions, ils s'entraînent au même endroit que les jeunes, quoi. Alors, vous entraînez justement ces jeunes qui sont scolarisés au lycée climatique. Est-ce que parmi ces jeunes, vous en voyez des futurs Martin Fourcade, des futurs Marie Dorin-Habert? Est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui qu'il y a un brillant avenir pour certains d'entre eux? C'est difficile à dire. Déjà, Martin, on savait qu'il était fort, mais de là à prédire ce qu'il allait faire, c'était impossible. Des carrières à la Marie Dorin, j'y crois un petit peu plus parce qu'elle était somme toute tout à fait normale et elle a progressé au fil des ans. Et maintenant, elle est devenue une super championne. Martin, c'est un crack, il n'y en a pas beaucoup comme lui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce Vercors? C'est l'épicentre, le creuset du biathlon français. C'est vraiment là que ça se passe? J'ai envie de vous répondre oui. Après, il ne faut pas oublier que dans les autres comités, ils travaillent aussi. Il y a Anaïs Bescon et d'autres champions qui ne viennent pas. Ils ne sont pas tous sur le Vercors, hein, mais nous, on en a beaucoup. Il y a les Sœurs Chevalier qui ne sont pas loin. Il y a Jean-Guillaume Béatrix. Il y en a beaucoup dans le Vercors, c'est vrai, avec Thierry Dussert qui en a formé beaucoup ces dernières années. Merci beaucoup François Soulier d'avoir accepté notre invitation pour parler du succès du biathlon français, notamment à ces mondiaux d'Oslo. Et hasard du calendrier, Somfy, l'un des principaux sponsors de l'équipe de France de biathlon, présentait ce matin ses résultats pour l'année 2015. L'entreprise basée à Cluse est à l'image des athlètes qu'elle soutient en pleine forme. Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc ont demandé à son tout nouveau PDG s'il y avait un lien de cause à effet entre les victoires des uns et celles des autres. Regardez. Disons-le tout de suite, chez Somfy, on a la victoire modeste et sérieuse. Les résultats des coureurs, on en est fiers et heureux, mais on l'évoque comme la cerise sur le gâteau.
Le gâteau, c'est un secteur d'activité, l'automatisme du bâtiment, dont l'entreprise de Cluse est leader mondial depuis bien longtemps, mais qui, pour la première fois, dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a une vraie complémentarité entre nos différentes zones géographiques, parce qu'on a des pays qui étaient à forte croissance jusqu'il y a encore quelques années, comme la Chine ou le Brésil, qui ralentissent, et néanmoins, d'autres zones prennent le relais et supportent la croissance globale du groupe. En clair, l'Europe a repris du poil de la bête avec le marché de la rénovation thermique et celui très prometteur des maisons connectées. Bon, et le biathlon dans tout ça? Clairement, aujourd'hui, on se dit que ce sport-là, il porte aussi la marque Somfy partout en France, mais aussi à l'international, puisque c'est un sport qui est extrêmement populaire en Europe de l'Est, où on se développe avec une très très bonne croissance, qui est très populaire aussi en Europe du Nord, où on est présent depuis très très longtemps. Une de nos toutes premières filiales a été faite en Suède, et qui est très populaire en Allemagne surtout, l'Allemagne étant notre deuxième pays. Et puis il y a la communication en interne et sur les réseaux sociaux, voire l'accompagnement des athlètes dans leur reconversion, à l'exemple de Vincent Defrane, l'ex-champion olympique, est devenu patron de la fondation Somfy. Ça met la pression d'avoir des sponsors qui nous suivent, mais c'est une bonne pression. On souhaite que ça marche et que ça soit humainement épanouissant pour les athlètes que de faire du biathlon de haut niveau et que ça éveille les consciences sur ce genre de discipline sportive en France. Bref, encore une année faste pour les champions et leurs sponsors, et dire que ce cercle vertueux dure depuis 12 ans. Et toujours à propos d'économie, à la frontière entre l'Isère et les Hautes-Alpes, les conséquences économiques de l'effondrement du tunnel du Chambon se précisent. 10 mois après la fermeture de l'axe principal entre les deux départements, une étude d'impact vient d'être rendue publique par le collectif du Chambon. Ces conclusions n'ont rien de rassurant. Jean-Christophe Solari, Jean-Pierre Rivet. Le village de la Grave, à la limite de l'Isère et des Hautes-Alpes. Les rues sont quasi désertes et les bennes du télécabine tournent à vide. Depuis le mois d'avril 2015 et la disparition du trafic de passage, les commerçants font de la résistance, mais devant les factures qui s'accumulent, certains jettent l'éponge. C'est radical, hein. Je pense qu'à la fin de l'hiver, il y en a beaucoup qui vont arrêter. Hein. Si ça continue comme ça, je pense une bonne partie définitivement. Parce que là, je ne sais pas si vous êtes allé en haut de la Grave. Vous avez déjà l'épicerie qui a fermé. Vous avez la boulangerie qui a fermé. Le village lentement se meurt et c'est tout un territoire qui agonise. C'est ce qu'a révélé l'enquête réalisée par le collectif du Chambon auprès de 400 personnes. Perte d'emploi, perte de pouvoir d'achat, chute vertigineuse du chiffre d'affaires. Ça fait moins 60%. Oui, ça fait mal. On rogne sur tous les budgets EDF, les budgets personnels, on rogne sur tout, quoi. Voilà. Déjà 6 familles ont quitté le territoire. Alors, seule solution pour les commerçants, que l'existence de la route de secours du Chambon soit au moins communiquée aux automobilistes qui veulent se rendre de Grenoble à Briançon. Il suffirait peut-être simplement, au lieu de mettre route fermée, de pouvoir mettre circulation contrôlée ou des choses comme ça, et puis réglementée. Et je pense qu'il y aura un peu plus de passages. De Villard-d'Arène à Bourdoisan, les professionnels du tourisme ont un seul credo. Un moratoire sur les charges, c'est indispensable, mais pas suffisant. Échelonner des charges, tout ça, quand vous avez eu des recettes équivalentes à zéro, c'est pas très efficace, et ça s'appelle, pour moi, c'est repousser le problème, reporter le problème. Il faudrait peut-être qu'il y ait des enveloppes de fonds spécifiques qui soient attribuées aux zones impactées. Car pour le collectif du Chambon, c'est une évidence, les entreprises ne retrouveront pas leur chiffre d'affaires habituel avant 2018. C'est l'un des plus gros scandales de l'histoire du marché de l'art français. 41 Savoyards de l'hôtel Drouot sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Chargés de la manutention dans la célèbre salle des ventes, les membres de cette corporation sont soupçonnés d'avoir détourné des milliers d'œuvres et d'objets. Ils sont poursuivis pour vol, recel et association de malfaiteurs. Bintou Sidibé et Nedim Longarevitch. L'affaire est inédite, les accusations lourdes. Vol, recel, association de malfaiteurs, les prévenus sont des cols rouges, des hommes chargés du transport et de la manutention des objets destinés à être vendus à Drouot.
Ils sont aujourd'hui poursuivis pour avoir dérobé 250 tonnes d'articles et de les avoir revendus au détriment de leurs propriétaires. Ce sont des boucs émissaires. Ça ne signifie pas que certains n'aient pas commis des infractions et qui sont poursuivis d'une façon légitime, mais un grand nombre d'entre eux n'ont fait que récupérer des objets qui n'étaient pas listés et dont on peut se demander à quoi ils étaient destinés. Les 44 commissionnaires mis en cause nient toute intention frauduleuse. Il n'y a pas eu de dérive, en tout cas pour le cas de mon commissionnaire, c'est une personne tout à fait honnête et qui a travaillé pendant des années à Drouot sans qu'on puisse jamais douter de sa probité et de son honnêteté. La maison Drouot et l'école rouge, c'est une histoire vieille de presque 200 ans. Ses employés doivent leur surnom à leur tenue. Ils constituaient une institution aujourd'hui dissoute. Selon certains témoignages, ils avaient pour habitude de se servir dans les collections. Les objets étaient ensuite présentés à la vente. 6 commissaires-priseurs sont mis en accusation. Le dossier, c'est notamment des écoutes téléphoniques. Et quand on relit les écoutes téléphoniques, on a effectivement la trace du système mafieux mis en place par les commissionnaires. Et pourtant, on n'a aucune conversation entre des commissionnaires et les commissaires-priseurs. S'agit-il de dérives individuelles ou d'un système institutionnalisé ? La maison Drouot, qui s'est constituée partie civile, en avait-elle connaissance? Autant de questions auxquelles les juges devront répondre. Les débats doivent durer 3 semaines. Et retour en Haute-Savoie avec ce nouveau rebondissement dans le dossier du centre des congrès d'Anne-Sylvieux. La Cour administrative de Lyon confirme l'invalidation partielle du plan local d'urbanisme. Les associations locales avaient déposé un recours. Elles contestaient l'impact de ce projet situé à proximité du lac d'Annecy. Nathalie Rapuc et Christian Mathieu. Premier coup de pelle sur la presqu'île d'Albigny. Les fouilles archéologiques préventives marquent la première étape avant le début des travaux du centre de congrès d'Annecy. Le porteur du projet est confiant, malgré l'arrêté de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 février dernier qui exige des modifications. Cette décision apporte d'abord confirmation de la validité du PLU d'Anne-Sylvieux dans son ensemble et elle formule des remarques qui, bien entendu, nous devons prendre en compte sur les espaces boisés, quelques boisements qui sont à proximité du rivage. Et donc nous sommes déjà en train de travailler pour prendre en compte cette remarque, cette décision de la Cour administrative d'appel. Le centre d'exposition, de séminaires et de congrès, un projet à plus de 50 millions d'euros. À côté de l'Imperial Palace, une vue imprenable sur le lac. Objectif, faire d'Annecy une destination incontournable pour le tourisme d'affaires avec des retombées économiques importantes. Un projet décrié par plusieurs associations qui dénoncent le non-respect de la loi littorale. Nous ne sommes pas dans l'absolu contre un centre de congrès, mais pas ici. Vu le jugement du tribunal, il ne peut pas y avoir de construction aussi importante parce qu'elle ne respecte pas un très important principe de la loi littorale qui est l'extension limitée de l'urbanisation. Le débat se poursuit. La commune n'a pas encore acquis tous les terrains nécessaires au projet. Le résultat de l'enquête publique sera rendu dans quelques mois. Le centre des congrès d'Annecy, quant à lui, devrait sortir de terre à l'automne 2019. Et l'actualité dans les Alpes, ça se passe aussi sur le web. À découvrir aujourd'hui sur notre page internet l'évacuation de la gare de Grenoble pendant une demi-heure cet après-midi à cause d'un colis suspect. La police est intervenue, mais il s'agissait en fait d'un bagage oublié. Tous les détails sur notre site alpes.france3.fr. C'est l'un des plus grands mystères du corps humain. À l'occasion de la semaine du cerveau, notre série est consacrée à cet organe très complexe. Premier épisode en neurochirurgie au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Dans ce service, les opérations du cerveau se succèdent. De belles histoires aussi. Reportage Céline Aubert-Aigré et Jean-Pierre Rivet. Aujourd'hui, pour notre série sur le cerveau, je vous propose une visite exceptionnelle du bloc opératoire du service de neurochirurgie du CHU de Grenoble-Latronche. Vous allez le voir, c'est un service qui est montré en exemple dans le monde entier, où se côtoient les plus grands spécialistes du cerveau. Mais je vous demande la plus grande discrétion, car nous allons assister à une intervention chirurgicale des plus délicates. Alors, on opère bien Ramzi, né le 8 mars 2010, d'une tumeur intra
voie ventriculaire, carrefour droit. Ramzi a 6 ans. Il y a quelques mois, il a fait une mauvaise chute. Alors on lui a fait un scanner. C'est ainsi qu'on a découvert la tumeur logée dans une cavité qui produit le liquide céphalo-rachidien, celui dans lequel baigne le cerveau. Ramzi est opéré par le docteur Seigneuré, un des pontes du service. Est-ce que vous-même vous êtes angoissé quand vous avez l'habitude quand même Avant, après, mais pas pendant. Non, pendant, on est concentré sur ce qu'on fait et on pense à rien d'autre. Mais c'est pas une opération de toute façon que vous abordez comme d'habitude. Alors que pourtant vous êtes spécialisé en chirurgie pédiatrique. Oui, mais bon, on a beau dire, même si j'opère beaucoup d'enfants, il y a toujours une... C'est pas complètement anodin. Jamais. Opérer des enfants, cela arrive une 50aine de fois par an dans ce service. Pour ce type d'intervention, travailler avec les mêmes personnes est capital. Avoir une confiance absolue en son équipe. Le docteur Seigneuré est assisté par un interne, les infirmières du bloc et les anesthésistes de l'hôpital Couple-Enfants. On travaille en partenariat avec l'hôpital pédiatrique HCE. Ça demande plus de logistique puisqu'il faut déplacer toute une équipe anesthésique. C'est beaucoup plus planifié. Au CHU de Grenoble, Ramzi est entre de bonnes mains. Les plus grands neurochirurgiens y travaillent avec un matériel de pointe. Ce microscope robotisé unique au monde par exemple. Chaque mouvement est suivi sur cet écran comme un GPS où l'on voit la tumeur en haut à droite. Une opération en musique, histoire de détendre l'équipe, car une fois partie, difficile de savoir combien de temps l'intervention va durer. Cette fois pourtant, en moins d'1 heure, la tumeur est enlevée. Un soulagement énorme. Tout est venu d'un coup et c'est plutôt le signe d'une tumeur bénigne, ça. Et donc je vais vérifier que j'ai tout enlevé et que ça saigne plus. Mais a priori, c'est venu plus vite que je pensais. Beaucoup plus vite que je pensais. La tension est tombée d'un coup. Il faudra encore attendre les analyses, mais il y a de grandes chances pour que Ramzi se remette très rapidement. D'ici 2 jours, il devrait jouer à nouveau. Coïncidence, c'est son anniversaire aujourd'hui et ses parents lui ont promis un beau cadeau. Ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je craignais au départ. Et donc là, on a vu qu'il se réveillait tout doucement et en bougeant bien partout. Donc ouais, je suis très content. Chaque année, près de 2000 patients sont opérés au service de neurochirurgie de Grenoble-la-Tronche. Un service qui, d'après le magazine Le Point, serait le 3e de France, après Lyon et Marseille. Enfin, ce service s'est rendu célèbre pour ses recherches sur la maladie de Parkinson. Mais ça, c'est notre sujet de demain. Affaire à suivre donc. Et maintenant, on prend un peu le large pour aller dans la Drôme. À Chabeuil, depuis le début du mois, des adultes en reconversion professionnelle mettent la main à la pâte. Une association leur dispense une formation au métier de la boulangerie. Hugo Chaplon, Stéphanie Von. Tu les mets devant, les baguettes. En apparence, une boulangerie traditionnelle. Mais parmi les salariés, 4 stagiaires qui entament leur 3e semaine de formation. De la fabrication à la vente, ils vont occuper tous les postes dans l'entreprise. Tu ramènes tout au milieu comme ça, là, tac. Tu prends ta boule dans ta main et après, hop, toi, tu rentres tes mains au milieu. Il faut qu'ils découvrent le métier de savoir ce qu'ils... ils font cuire du pain, mais bon, il faut savoir comment le pain à la base il est fait. Parce que si on fait cuire juste du pain, voilà, pour découvrir le métier en lui-même et ça permet de s'améliorer aussi. Voilà, découvrir le produit en fin de compte. Connaître les produits, le matériel, les méthodes, un gage d'efficacité dans leur futur emploi. Si ces stagiaires ont déjà travaillé dans le monde de la boulangerie, le métier et l'offre ont évolué. Il faut aujourd'hui savoir presque tout faire. Avant, j'étais responsable boulangerie, donc je suis venue ici pour faire la formation snacking principalement. C'est la création de salades, de sandwichs, de wraps. Donc on a appris les quantités puisqu'il faut tout peser. Voilà. Confectionner les produits, voilà, avec tel et tel ingrédient à l'intérieur, par tel et tel ordre, puisqu'il y a un ordre à respecter. L'originalité de cette boulangerie-école tient aussi dans son modèle. Comme dans l'hôtellerie-restauration, les stagiaires fabriquent, vendent leurs produits et sont directement confrontés aux clients. Je considère que la formation ne peut être vraiment intéressante et constructive que quand on met les choses, on fabrique nous-mêmes, on se met dans l'action. On a trop de formations qui sont théoriques, on fait de la théorie ici aussi, mais il faut que ça soit de la mise en pratique. Et l'idée de pouvoir justement se mettre face aux clients et fabriquer vraiment ce qui va être vendu, comme l'école hôtelière, est vraiment notre première idée. Ouverte il y a 2 semaines, la boulangerie-école de Chabeuil a déjà su trouver sa clientèle.
Objectif à présent pour cette structure associative, former une 50aine de personnes en 2016. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Les Savoyards de l'hôtel Drouot au tribunal à Paris. 41 manutentionnaires de la célèbre salle des ventes sont soupçonnés d'avoir dérobé des milliers d'objets et d'œuvres d'art. Ils sont poursuivis pour vol, recel et association de malfaiteurs. Leur procès doit durer 3 semaines. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et les